Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui de l'un des sujets les plus fondamentaux concernant le Shalom Bayit. Lorsqu'on parle de Shalom Bayit, on parle d'un couple qui vient fonder quelque chose ensemble. Et on essaye de faire en sorte que l'atmosphère au sein du couple soit la meilleure. Qui parle d'atmosphère au sein du couple parle tout d'abord de couple. Or, pour pouvoir parler de couple, il va falloir nécessairement qu'il y ait une communication au sein du couple. Qu'est-ce qui fait qu'un couple est uni? Qu'est-ce qui fait qu'un couple se bâtit au fur et à mesure du temps? C'est qu'il y a entre eux une communication, un dialogue qui s'instaure, un dialogue qui est souvent explicite, qui quelquefois devient même tellement profond qu'il devient implicite. Quelquefois, en se regardant, on sait déjà ce que l'autre pense, ce que l'autre dit et les allusions qui sont faites par l'autre. Le point de la communication, c'est, je peux vous le dire mes chers amis, de ma petite expérience, le point le plus important. Lorsqu'il n'y a pas de communication au sein du couple, il y a nécessairement problème. Lorsqu'il y a une bonne communication, automatiquement tous les problèmes se résolvent les uns après les autres. Donc vous allez écouter, si vous le voulez bien, ces quelques cours et vous verrez combien ils sont bienfaisants, combien le message de la Torah qui est contenu a la capacité de résoudre énormément de problèmes. Alors, commençons par quelques références de la Torah. Il est écrit dans un verset Chaim vemavet beyad halashon. C'est-à-dire que la parole dont on se sert tellement fréquemment, il n'y a pas d'homme qui ne parle pas. On parle énormément toute la journée. Et bien cette parole-là, elle peut conduire à la vie ou elle peut, chas v'shalom, conduire à la mort. Si on s'en sert à bon escient, si on parle au moment où il faut parler, et qu'on est capable de conserver le silence au moment où il faut, cette parole-là est constructrice. Cette parole-là, elle pourra ravigorer des gens qui avaient besoin justement qu'on parle avec eux. Savoir parler au bon moment, c'est pouvoir faire revivre certaines personnes, leur redonner du courage dans la vie. Par contre, quelquefois, on peut par la parole blesser des gens, tuer des gens littéralement. Cette parole-là, elle est donc importante. C'est un ustensile important qu'Hachem nous a donné et dont il faut se servir comme il faut. Avec la parole, il y a énormément de mitzvot qui pourront être accomplis. Toute la prière, par exemple, ça passe par la parole. L'étude de la Torah, ça passe aussi souvent par la parole. Il y a certains décisionnaires qui disent que pour s'acquitter de l'étude de la Torah, il faut parler, il faut étudier à voix haute. Donc, il y a tellement de mitzvot qui dépendent de la parole. Et il y a tellement de mitzvot contenus dans la mitzvah globale de chesed, de charité, qui dépendent de la parole. Aider l'autre, soutenir l'autre. Et au sein du couple, il va aussi falloir qu'on se serve de cette parole. Simplement, nous dit Rabbi Yerucham de Mir, que de la même façon que dans l'accomplissement des mitzvot, il y a un concept qui s'appelle le hidour, ça veut dire essayer d'accomplir les mitzvot de la façon la plus belle possible. De la même façon, concernant la parole, il va falloir essayer de se servir de la parole de la façon la meilleure possible. Accomplir cette mitzvah avec tout le hidour qu'il faut. Lorsqu'on va parler avec des gens, leur parler de la façon la meilleure possible pour pouvoir le plus possible les aider. Il faut savoir aussi qu'il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Eruvin, en page 63, qu'une personne qui serait invitée dans une maison, on lui dit on est désolé, on n'a pas de couchage pour toi, le seul endroit où tu peux dormir, c'est dans telle pièce, la chambre à coucher dans laquelle dorment monsieur et madame. Dit la Gemara, il ne faut surtout pas que tu acceptes de dormir dans cette pièce-là. Vraiment, si tu peux, dors n'importe où, dans le salon, dans un couloir, mais surtout pas dans une pièce dans laquelle il y a un couple qui va dormir. Dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans un verset, Neshe Amim Tigrashun. Il y a un verset dans lequel il est écrit que ce faisant, d'une certaine façon, c'est comme si on provoquait un divorce. Cette nuit-là, alors que ce couple aurait pu être uni, du fait que je vais être mêlé à ce couple, du fait que je vais me trouver dans cette pièce, ils ne pourront pas avoir un comportement de couple. Et donc, me trouvant dans cette pièce, je les empêche d'avoir un comportement intime. Et donc, c'est comme si, en quelque sorte, je provoquais un divorce ponctuel. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas aller dans cette pièce-là. La Gemara dit, a priori,
de quel cas on parle? On parle d'un cas où la femme est pure, dans un cas où la femme n'est pas nida. Et donc, n'était-ce le fait que je me trouve dans cette pièce? Le couple aurait pu avoir une relation conjugale. Le fait que je me trouve là, ça va les en empêcher. Et ça, c'est pas gentil. Tu les empêches de faire quelque chose qu'ils auraient pu accomplir. Mais si jamais la femme, de toutes les façons, n'est pas autorisée à son mari pendant cette période-là, si de toutes les façons elle est nida, alors quel est le problème? De toutes les façons, la relation conjugale, il n'aurait pas pu l'avoir. Alors, j'ai mêlé mon petit grain de sel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Dit la Gemara, pas du tout. Même dans ce cas-là, c'est interdit d'aller dormir dans cette pièce-là. Pourtant, il n'y aurait pas eu de relation conjugale? Oui, mais il y aurait eu une autre relation. Une relation par la parole, qui est une relation qui n'est pas moins importante. Lorsque tu te trouves dans cette pièce-là, il est clair que le couple ne pourra pas se dire un certain nombre de choses qu'il aurait aimé se dire si tu n'avais pas été là. Des propos qui sont permis pendant la période de Nida. Le fait que tu sois là, ça va les empêcher de parler. Et pour la Torah, empêcher un couple de parler, c'est d'une certaine façon synonyme à occasionner un divorce momentané. On les sépare pendant un certain moment. On les empêche de bien vivre pendant un certain moment. Et ça, il ne faut surtout pas le faire. Donc nous voilà introduits de plein pied dans le sujet de la communication, de la discussion. Il faut savoir qu'il existe dans pas mal de domaines une différence très importante entre l'homme et la femme. Il y a des psychologues qui ont fait une analyse, ils se sont dit comment ça se fait que les garçons aiment bien jouer avec des petites voitures de police. Ils aiment bien jouer avec tout type de choses de ce genre-là. Alors que les filles, elles, c'est plutôt poupée Barbie. On change la poupée, on lui change la couche, etc. On la coiffe. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que vraiment la fille, de par sa nature, elle est attirée par la poupée et que le garçon, de par la nature, est attiré par la petite voiture? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? De la même façon, vous allez offrir un cadeau à un garçon. Si vous lui offrez un ballon, il sera content. Vous lui offrez une belle voiture télécommandée, il sera joyeux. Si vous lui offrez une petite barrette pour mettre dans ses cheveux, ça lui fera rien du tout. Une fille, tout le contraire. Offrez-lui une barrette, elle sera super joyeuse. Comment ça se fait? Dans les années 60, les psychologues s'accordaient tous à dire qu'il n'existe aucune différence intrinsèque à la nature du garçon ou de la fille. Simplement, les garçons les a habitués que ce qui doit être important pour eux, c'est les voitures. Et donc, ils ont adopté cette considération-là. Aux filles, on leur a enseigné que la fille se doit d'être coquette. Et donc, elle a adopté ce comportement-là. Mais, intrinsèquement, il n'y a aucune différence. De nos jours, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a beaucoup de psychologues qui désapprouvent cette opinion. Et qui disent que ce n'est pas vrai. Le garçon et la fille sont d'une autre nature. Le garçon a ses aspirations, les filles a les siennes. Et c'est ce qu'on voit à pas mal de reprises dans la Torah, que la Torah considère qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc on va essayer de réfléchir ensemble concernant ce point précis de la communication. Quelle est la grande différence qui existe entre l'homme et la femme? Autrement dit, quelles sont les attentes de la femme et quelles sont les attentes de l'homme concernant la communication? Pour l'homme, discuter, c'est un outil. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'informations. J'ai besoin de savoir comment un tel s'appelle, comment les enfants vont, où est-ce que tu habites. Donc, j'ai besoin de parler. Je parle pour obtenir des informations. Quelquefois, l'homme va se servir de sa parole pour montrer son autorité, pour faire bonne impression. À nouveau, un outil qui va servir à faire bonne impression, un outil qui va lui permettre de s'imposer, un outil qui va lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations nécessaires. Pour la femme, la parole, c'est vrai que c'est aussi ça, mais ça ne s'arrête pas là. La femme, lorsqu'elle vient parler avec son mari, elle ne vient pas parler pour parler. Elle ne vient pas parler simplement pour avoir un certain nombre de données. Elle vient parler pour bâtir, pour construire, pour se relier. Hachem a donné à la femme une nature qui est qu'elle aime parler. Elle sait bien parler. Comment ça se fait?
Vous savez que pour éduquer les enfants, il y a besoin de parler. Combien on a besoin de parler avec les enfants pour les convaincre de l'importance de telles valeurs, pour réussir à les consoler quand ils vont pas bien, pour résoudre des conflits qu'ils ont avec leurs amis. Il y a besoin de parler, quelquefois des heures entières. La femme, c'est elle qui se trouve la plupart du temps avec ses enfants. Hachem a donné à la femme cette qualité-là, que la femme est capable de parler. La femme sait très bien parler. Elle sait arrondir les angles. Elle sait à quel moment il faut parler de telle façon, à quel moment il faut parler de telle façon. Elle sait faire des reproches de façon pas trop sévère. Hachem a donné cette qualité à la femme pour qu'elle puisse éduquer nos enfants, entre autres. De facto, la femme, pour elle, elle s'attache avec les personnes avec lesquelles elle communique. Plus que ça, la femme est capable de juger l'amour qu'on lui porte par rapport au fait qu'on soit capable de parler avec elle. Ça veut dire en d'autres termes que si le mari parle avec la femme dit « Ah, il a envie de construire avec moi. Je suis importante, je suis chère à ses yeux. » C'est bien, ça me rassure. Si jamais au contraire, la femme ne parle pas, le mari ne parle pas, excusez-moi, avec sa femme, qui cherche sans arrêt à s'isoler, qu'il ne la mêle à rien de sa vie, la femme se dit, lui, il n'a rien envie de me dire, lui, je ne l'intéresse même pas. On vit à côté l'un de l'autre, mais il n'y a rien de concret qui nous relie l'un à l'autre. Et ça, la femme, ça l'attriste terriblement. Donc voilà un petit peu la façon dont l'homme perçoit la parole, la communication, et la façon dont la femme perçoit la communication. On va voir dans quelques instants comment dans la vie de tous les jours, ça intervient. Donc pour la femme, si on résume, puisque la femme, c'est important pour elle que son mari lui prouve son amour, il faut nécessairement que le mari parle avec sa femme. Et si le mari ne parle pas suffisamment avec sa femme, elle sera profondément affligée. Donc il faut parler. Et le Chazon Ish, il a une lettre réputée dans laquelle il dit le mari doit réjouir sa femme. Or la femme, qu'est-ce qui la réjouit au maximum? C'est lorsqu'elle sait qu'elle est chère aux yeux de son mari. Et donc, comment l'homme doit agir vis-à-vis de sa femme? Dit le Chazon Ish, je vous le lis dans les mots. Ve'al ken, voilà, alav leishtadel, l'homme doit faire des efforts, le'arot ha'ava vekiruv, de prouver à sa femme l'amour qu'il lui porte, beribui sicha veritsui, en parlant beaucoup avec elle. Quand je parle beaucoup avec ma femme, je lui prouve combien je l'aime. Mais voilà, mes chers amis, que là, on se trouve face à un grand problème. C'est le problème, grosso modo, de la plupart des couples. Quel est le grand problème? L'homme, d'une façon générale, a tendance à être plutôt renfermé sur lui-même, à s'isoler. Lorsqu'il a eu une journée difficile, qu'il y a des choses qui l'ont contrarié, il a tendance à se réfugier en lui-même. Il n'a pas tellement envie de mêler les autres. Pourquoi? Pour l'homme, en général, la parole, c'est juste pour des informations. J'ai aucune information à donner, laissez-moi tranquille. Laissez-moi réfléchir et me retrouver avec moi-même. Pour la femme, comme on l'a dit, c'est tout l'inverse. Le mari revient du travail, la femme a besoin de parler avec lui. Toute la journée, elle s'est privée de parler avec lui. On va peut-être enfin me permettre de parler avec lui. Et là, on arrive à une confrontation, à un quiproquo. Lequel? La femme n'a qu'une aspiration, c'est de pouvoir parler avec son mari. Et le mari n'a qu'une aspiration, c'est qu'on lui foute la paix. Voilà le point, le conflit qu'on rencontre en général au sein des couples. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout le problème? Est-ce qu'il y a une solution magique peut-être? Alors tout d'abord, je m'adresse aux femmes et je vous dis qu'il faut tout d'abord que vous sachiez que lorsque votre mari ne montre pas beaucoup d'engouement et d'enthousiasme à discuter avec vous, c'est pas qu'il vous aime pas. C'est que c'est de cette façon-là qu'il a été créé. Le mari n'éprouve pas un besoin de parler avec sa femme tous les jours. Et surtout pas de parler beaucoup avec elle. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Vous, les femmes. Maintenant, vous, les hommes, il faut que vous sachiez que lorsque votre femme éprouve le besoin de discuter avec vous, c'est pas un caprice. C'est pas que
qu'elle sort de je sais pas où, qu'elle a des attentes qui sont tout à fait exagérées. Pas du tout. Pour la femme, c'est vital. Une femme qui veut être épanouie, une femme qui veut être sereine, a besoin de cela. Et c'est sain, c'est bien, c'est important. Si votre femme veut discuter avec vous, c'est qu'elle est en bonne santé morale. C'est qu'elle va bien. Il faut que vous sachiez ça. Si pour vous, jusqu'à présent, c'était un caprice, alors on n'est pas obligé de céder à tous les caprices de sa femme. Mais si jamais c'est vital pour elle, lorsqu'on lui retire ça, on lui retire son oxygène, alors en aucun cas on peut se permettre de faire l'économie de ce point qui est tellement important et qui est tellement fondamental pour elle. Alors je sais qu'il y a certains hommes qui viennent nous voir et qui nous disent « Oui, mais Kvodara, vous comprenez, ma femme à moi, elle a tendance à exagérer. Il suffit que je lui donne la parole pour qu'elle parle et qu'elle parle et qu'elle parle. Elle ne s'arrête pas un instant. Si je lui laissais 24 heures pour parler, elle parlerait 25 heures. » Vous savez, on raconte qu'un jour, il y avait 2 femmes qui étaient en prison. Elles avaient commis un délit, les 2 pendant 5 ans elles étaient en prison. On leur avait dit au bout de 5 ans, on vous libérera. Voilà que 5 ans sont révolus, le gardien vient et il leur dit « Mesdames, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. » Laquelle? Vous êtes libérées. Et les 2 étaient en train de discuter. Elles ont dit au gardien « Gardien, s'il vous plaît, laissez-nous encore 10 minutes, on finit notre discussion, on vous promet ensuite on s'en va. » C'est comme ça, la femme elle aime discuter. Alors, comment on fait pour résoudre ce genre de problème? Et je peux vous dire que quelquefois ça devient maladif, c'est vrai. Quelquefois les femmes, elles veulent discuter. Elles ne laissent pas leur mari tranquille. Je veux discuter, j'ai besoin de discuter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors permettez-moi, mes chers amis, de vous proposer une solution. Cette solution-là, le Rav Simcha Cohen, il en parle pas mal dans son livre. C'est ce qu'il appelle pat besalo. Littéralement, avoir du pain dans sa poche. Ça veut dire quoi? Vous savez que le jour de Kippour, durant toute la journée, on jeûne. Et c'est pas facile de jeûner. On a tendance à regarder notre montre et à dire « Waouh, il reste encore 8 heures. Waouh, il reste encore 7 heures. » Et puis les gens sont en train de regarder leur montre, en train de vérifier s'ils vont tenir le coup. Et voilà que le jeûne s'arrête. Ça y est, à la Neila, il y a le chauffard qui retentit dans le Beth Knesset. On est libéré. À quoi on se serait attendu? À ce que tout un chacun se mette à courir, à foncer chez lui à la maison, qu'il expédie la Havdalah en 3 secondes 25, et immédiatement qu'il commence à se goinfrer. Or, lorsqu'on constate les faits, on voit que ce n'est pas du tout le cas. 2 heures avant la fin du jeûne, ouais, c'est difficile. 1 heure avant la fin du jeûne, ouais, c'est difficile. Dès que c'est la fin du jeûne, les gens sont sereins. Ils rentrent à la maison tranquillement, paisiblement. Ils prennent tout leur temps. Ils rentrent à la maison et puis ils s'expriment en disant « La vérité, je pourrais encore jeûner pendant 3-4 heures. » Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui s'appelle pat besalo. Pat besalo, ça veut dire un jeûne. Au moment où je n'ai pas le droit de manger, ça ne ressemble pas à un jeûne au moment où j'ai le droit de manger. Je sais qu'à chaque instant, je vais pouvoir manger. Ça me rassure. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que pendant le jeûne, c'est tellement difficile de jeûner? Il y a premièrement l'aspect physique, biologique, qui est que mon corps est habitué à être nourri tous les jours. Et il a faim. Donc il exige qu'on le nourrisse. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre point. Il y a un mécanisme intérieur qui me dit « Mais tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de manger. » Et donc qui gonfle complètement le problème. Tu n'as pas le droit de manger, c'est trop difficile, ouais, et puis c'est embêtant, pourquoi tu n'as pas le droit de manger, pourquoi tu n'as pas le droit de manger, et puis si jamais finalement tu ne manges pas, et puis tu ne vas pas tenir le coup, et puis... Et ce mécanisme-là, il décuple énormément la difficulté réelle du jeûne. Dès lors que le jeûne est terminé, ce mécanisme s'arrête. Ça y est, tu as le droit de manger maintenant. Tu veux manger, mange. C'est plus difficile, c'est plus embêtant. Là, il reste la réalité. La réalité, j'ai vraiment faim, c'est vraiment insupportable. Non, ça marche. Il en va de même concernant le couple. C'est-à-dire, comme on l'a dit, pour la femme, la nécessité de discuter, c'est pour elle l'occasion que son mari lui prouve l'amour qu'il lui porte. Quand le mari vient parler avec sa femme, elle comprend « je suis chère aux yeux de mon mari ». Mon mari tient à parler avec moi. Mon mari veut échanger avec moi. Et c'est ça ce dont elle a besoin. Lorsque la femme discute, il
Il y a d'une part le fait de discuter pour discuter, c'est vrai, les femmes elles aiment bien discuter, papoter avec des amis, mais il y a surtout le fait, prouve-moi que je suis importante à tes yeux. C'est la raison pour laquelle, au passage, c'est important. Quelquefois, il y a des maris qui se disent, mais si elle veut vraiment tellement discuter, qu'elle aille se faire des copines, qu'elle aille au jardin, qu'elle se fasse des copines, qu'elle discute avec elle des heures entières. Et puis voilà, pourquoi elle a besoin de me fatiguer à moi? Réponse, pas du tout. Le petit besoin qu'elle a discuté, effectivement, elle peut le faire avec ses amis. Mais le grand besoin qu'elle a, de sentir qu'elle a un conjoint qui vit avec elle, qui partage avec elle, ça, il n'y a aucune autre alternative. Personne ne pourra remplacer votre place, monsieur. Lorsque la femme sent que son mari cherche sans arrêt à fuir de la maison, à fuir de la discussion, à se défiler d'une communication, à ce moment-là, il y a ce même mécanisme qui dit « Ouais, mon mari, on ne peut jamais parler avec lui. On ne peut jamais parler avec lui. » Et donc, d'elle-même, elle va essayer de forcer la discussion. Et donc, elle va venir à des moments qui ne se prêtent pas forcément. Et puis, quand on va lui donner la parole, elle va parler, elle va se lâcher complètement. Pourquoi? Parce que c'est devenu maladif. Elle sent qu'elle ne peut jamais. Donc, quand on lui donne la possibilité, elle le fait. Comment on résout le problème? Comment on guérit de cette maladie? Lorsque le mari prouve à sa femme qu'il est attentif à ses besoins, que son oreille est toujours tendue, que dès lors qu'elle aura besoin de dire quoi que ce soit, il sera là pour l'écouter. Dès lors que le mari lui montre, sache que lorsque tu auras besoin, je serai là, la femme est déjà rassérénée. Elle est déjà rassurée, elle sait que le moment où elle devra parler, il sera là. Et donc, tout ce mécanisme-là s'arrête. Et donc elle parle normalement, comme une femme normalement constituée parle, pas comme une femme malade parle. Qui est-ce qui a rendu la femme malade là? Malheureusement, c'est le mari. En lui montrant qu'il n'a aucun intérêt, aucun plaisir à discuter avec elle. Ça, c'est un point qui est important. Alors, comment faire en pratique pour expérimenter ce point-là? Alors, le conseil est très simple. C'est que l'homme, de lui-même, montre à sa femme qu'il est intéressé à parler avec elle. L'homme rentre à la maison. Il rentre du travail. Premier réflexe à avoir, tu rentres à la maison d'abord, pas avec le téléphone à l'oreille, pas avec les mails dans la main. Non, tu rentres à la maison tranquille, dispo. Tu montres à ta femme que là, tu rentres à la maison, tu es content, tu es joyeux de la voir. Tu te diriges vers elle, si elle est pure, tu lui fais un bisou, et tu lui dis comment vas-tu. Et à ce moment-là, toi-même, homme, essaye de commencer à discuter un petit peu avec elle. De toi-même, sois entreprenant. N'attends pas qu'elle vienne et qu'elle te dise j'ai envie de discuter avec toi. Non. De toi-même, viens et parle avec ta femme. Pas forcément 10 minutes, même 1 minute, 2 minutes, tout va bien, ta journée s'est bien passée, les enfants vont bien, comment va ton père, etc. Mais de toi-même, que ça provienne de toi, que la femme sente mon mari veut discuter avec moi. Pour mon mari, c'est important de discuter avec moi. Visiblement, mon mari m'aime. 1 heure après, tu as une autre occasion de discuter avec ta femme, encore 2-3 minutes, parle avec elle. Dès lors que la femme ressent que le besoin de parler avec elle provient du mari, immédiatement, elle a ce qu'on avait appelé pas de Bessalo. Elle sent qu'il y a avec qui parler. Et donc déjà, tout cet aspect maladif de parler pour parler sans aucun intérêt est déjà résolu. On va voir dans quelques instants que ça ne doit pas s'arrêter là, mais c'est déjà un point qui vaut le coup. Et je peux vous dire, mes chers amis, il vaut mieux parler un petit peu, souvent, que beaucoup, rarement. Je m'explique. Il y a des couples au sein desquels, pendant 1 mois, on ne parle pas. Et puis après, au bout d'1 mois, on part ensemble en week-end. Et là, pendant le week-end, on peut bien se parler. Ça ne marche pas. Ces couples-là ne marchent pas. D'ailleurs, en général, comment ça fonctionne? Pendant 1 mois, le mari n'adresse pas un mot à sa femme. Au bout d'1 mois, la femme explose. Et une fois que la femme a explosé, la seule façon de la remettre dans son état normal, c'est de l'accompagner, de sortir avec elle à un séjour. Parce que ça ne marche pas. Un couple ne peut pas fonctionner en zigzag. On se voit, puis on ne se voit plus du tout. Puis on se voit, puis on ne se voit plus du tout. Ça ne marche pas, ça fait mal à la tête. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il vaut mieux un petit peu, mais tout le temps. On raconte qu'un jour, il y a une femme qui se plaignait. Elle disait à son mari, écoute, toi tu m'offres jamais de cadeaux, tu m'offres jamais de bijoux, vraiment c'est pas possible ça. Et d'ailleurs, mes amis que je rencontre dans la rue,
Elle me raconte, regarde ce bijou-là, c'est mon mari qui me l'a offert. Regarde ce bijou-là, c'est mon mari qui me l'a offert. Regarde ce bijou-là, regarde ce bijou-là. Toutes les femmes, elles reçoivent plein de cadeaux, elles sont comblées par leur mari. Et moi, jamais tu m'offres un seul cadeau, walou. Le mari a pris les propos de sa femme à cœur. Il lui a dit, tu sais quoi, je te consacre une journée, on va aller à la bijouterie. Ils ont été à la bijouterie. Le mari a pris sa carte bleue. Il a dilapidé toute sa carte bleue. Il a acheté 100 bijoux. Et entré à la maison, il a dit à son épouse, écoute ma chérie, je sais que quelquefois tu te sens en manque, tu sens que je t'offre pas suffisamment de cadeaux. Oh regarde, il y a un tiroir là dans lequel je mets les 100 bijoux que je viens de t'acheter. À chaque fois que tu sens que tu as besoin, que tu te sens en manque, tu viens, tu te sers. Comme ça au moins tu seras comblé. Je suis sûr que ça vous fait rire. Mais c'est comme ça que ça marche souvent. Souvent on ne comprend pas que ce dont la femme a besoin, c'est d'un petit peu d'attention. Et nous on pense que la femme a besoin d'un bijou. Mais non, ce n'est pas le bijou qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est le fait d'offrir un cadeau à sa femme. J'ai pensé à toi, ma chérie. Tu es importante à mes yeux. La preuve, j'ai été t'acheter un cadeau. J'étais prêt à dépenser de l'argent pour toi. J'ai essayé de choisir un cadeau à ton goût. De cette façon-là, on prouve qu'on aime sa femme. Donc ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Vous allez voir que si vous essayez comme ça de vous-même, d'être entreprenant, de suggérer de vous-même la discussion, votre femme, elle sera déjà beaucoup plus sereine. Au bout de quelques jours, de 10 jours, de 2 semaines, vous pouvez aller voir votre femme et lui dire, ma chérie, tu ne penses pas que ça serait bien qu'on passe un petit peu plus de moments ensemble pour discuter? Et là, vous verrez que la femme d'elle-même, elle dira, non, je suis occupée d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle se sent comblée. Il disait, le Rav Simcha Cohen, une idée psychologique très intéressante. Il disait quelquefois, il y a des hommes qui viennent le voir et qui lui disent, Rav, c'est pas vrai ce que vous dites, que la femme a besoin de discuter beaucoup plus que le mari. Il y a des hommes qui lui disent, chez nous, c'est tout l'inverse. Moi, je parle et je parle et je parle, et dès que j'ai un sujet, je mêle ma femme et je parle avec elle et je parle. Mais elle, jamais. Elle, en tous les cas, elle parle un peu, mais elle ne parle pas tellement autant que vous avez l'air de le dire. Le Rav lui dit, mais justement, tu n'as pas compris. Ce que tu viens de dire, ça corrobore tout à fait mes propos. Pourquoi? Il dit, ta femme, elle sent que tu as envie de parler avec elle. Elle sent qu'elle est chère à tes yeux. Donc du coup, elle a beaucoup moins besoin de parler. Pourquoi la femme a tellement besoin de parler? Pour créer quelque chose avec son mari. Pour qu'il lui prouve qu'elle est importante à ses yeux. Toi, tu lui prouves sans arrêt. Alors ça y est, elle est silencieuse. C'est bien que de temps en temps, le mari suggère à sa femme une petite promenade. On peut faire le pâté de maison. On discute comme ça. Souvent, c'est très bien. Pourquoi? Quand on est à la maison, on est habitué, on est entre les murs qu'on connaît déjà très bien, avec les soucis inhérents à la maison. Quand quelquefois on sort un petit peu, on se libère, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de contingence matérielle, on a un beau paysage si on peut aller au bord de la plage, c'est parfait ça. Bien sûr, au bord de la plage, à un moment il n'y a personne, il n'y a pas de pritzout, c'est parfait. On a un beau panorama. Et puis ça ouvre un petit peu l'esprit. Quand on est dehors en plus, on trouve facilement des sujets de discussion. T'as vu la fleur ici? T'as vu le petit oiseau là-bas? Ah, d'ailleurs, on a rencontré un tel. Et puis, on peut discuter un petit peu. C'est bien de temps en temps de suggérer, de proposer ça à sa femme, ou lorsque la femme propose à son mari une petite promenade, de ne jamais refuser. Autre point important, je m'adresse aux messieurs. Quelquefois, votre femme s'adresse à vous et elle vous dit, est-ce que tu veux un café? Je peux te proposer un café. Tu veux que je te prépare un café, on boit ensemble? Et souvent, le mari, non, il n'a pas envie de café, ça y est, il a déjà bu son café, il n'a pas besoin de café, maintenant il a d'autres choses qui l'intéressent beaucoup plus que le café. En général, quelle est la tragique erreur que le mari fait? Vous me direz, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi. C'est qu'il dit à sa femme gentiment, c'est gentil de me proposer, mais non, je veux pas de café, c'est pas la peine, j'ai déjà bu. Il faut que vous sachiez, et je suis sûr que les dames seront d'accord avec moi, en général quand je donne des cours et que j'interroge les femmes, elles sont tout à fait d'accord avec moi. Lorsque la femme dit à son mari, mon chéri, est-ce que je peux te préparer un café, qu'on s'asseye pour boire ensemble? Elle n'est pas ici en train de proposer un café. Elle est en train de proposer une discussion. La femme aimerait bien discuter avec son mari. Alors elle lui propose un café. C'est l'occasion de discuter ensemble. C'est ça que la femme souhaite. Alors le mari a déjà bu son café. Alors c'est pas grave, dis à ta femme, écoute, la vérité, j'ai déjà bu un café, mais c'est pas grave, on va boire un thé ensemble. Ou alors on va s'asseoir sans boire. On peut discuter ensemble. Lorsque la femme montre à son mari qu'elle a tellement besoin de ça,
Elle a besoin de s'asseoir un petit peu avec lui. Elle a besoin de discuter avec lui. Qui ne se défile pas en disant j'ai pas envie de boire un café. Simplement, il faut comprendre les allusions de sa femme. Alors sachez, mes amis, que lorsque la femme dit à son mari, lui demande est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble, on se prépare un petit café, il faut s'asseoir ensemble. Il faut accepter, café ou pas café, c'est pas ça le problème. Là n'est pas la problématique. Voilà. Donc ça, c'était un point qui était tout à fait important, mais on n'a pas encore fini le sujet de la communication. Là, c'était les petits points qui vont aider. Un petit point ici, une petite promenade là-bas, un petit café ici. La prochaine fois, je vous donnerai, Bezrat Hashem, le grand fondement de la communication. Comment faire pour que la femme sente vraiment qu'elle a reçu ce dont elle avait besoin. La prochaine fois, Bezrat Hashem, écoutez le secours, vous allez voir, je peux vous assurer que la plupart des couples dont je me suis déjà occupé, leur problème, c'était un problème de communication, et la solution à ces problèmes était contenue dans ces quelques cours-là qu'on est en train de donner, celui d'aujourd'hui, celui de la prochaine fois, et celui de la fois encore après. Kol Tov et Be'atzlacha.